Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale sur la radio. Le plus de la capitale, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme? Oui, tranquille. Tu as passé un bon week-end? Ouais, un week-end. T'as fait quoi comme activité? T'as regardé un film, un documentaire? T'es allé te balader dans la forêt, prendre contact avec l'environnement? Ah, mais non, tu non, fais non, plus non, des choses comme ça, c'est pas possible. non, samedi j'étais en famille. Mais tu es toujours en famille, On a frère. fait une petite excursion Voilà, du c'est ça côté que de je la dis. Sablière. Alors, samedi. donc, c'est se balader et voir la forêt, l'environnement et tout ça. Voilà, bon, c'était pour les enfants, hein, surtout pour leur faire plaisir. Et puis, dimanche, c'était un peu plus calme parce que sur un plan un peu plus personnel, sur le plan familial, on a eu on a eu quand même un drame. J'ai perdu un petit-fils hier. Voilà, donc on a dû réunir la famille en urgence pour voir ce qu'il fallait faire. D'accord. Grosso modo, c'est ça. Au Moyen-Orient, c'est chaud. C'est très très chaud, d'autant plus que on n'assiste pas à une désescalade. Les États-Unis de Donald Trump qui avait été élu sur le slogan faites l'amour et non la guerre, hein, parce qu'il avait dit qu'il était un pacificateur, qui n'allait pas entraîner les Américains dans une nouvelle guerre. Eh bien, on constate malheureusement que il est tombé dans un piège tendu par Benjamin Netanyahu et dimanche hier, le 22 juin, il a donc ordonné des frappes américaines contre des sites nucléaires iraniens. Alors, on sait que ce sont des bombardiers B-2 qui ont utilisé les fameuses bombes GBU-57 et GBU-57D. Ce sont ce qu'on appelle des bombes anti-bunkers. Ce sont des bombes d'à peu près 2,5 mètres qui font à peu près 15 tonnes et qui ont la possibilité de pouvoir aller percer très profondément dans le sol. Alors, donc il était 4 heures du matin, heure locale, lorsque des bombardiers américains ont décollé d'une base en Irak et allé bombarder les sites nucléaires en Iran. Donald Trump très vite a pris la parole en expliquant que les Américains ont donc organisé cette frappe-là pour mettre hors d'état de nuire tout le complexe nucléaire iranien et appeler dans la foulée les Iraniens à venir négocier avec eux, pour mettre un terme à ce conflit-là. Alors, ça c'est, si tu veux, la version officielle. Mais dans la foulée aussi, il faut savoir que très vite, les Iraniens aussi ont riposté hier. 4 heures à peine après les frappes américaines, ils ont de nouveau envoyé des missiles vers Israël, à peu près une quarantaine. Et ces missiles ont fait beaucoup de dégâts quand même. Ils ont fait beaucoup de dégâts, notamment à Tel Aviv et à Haïfa. Tel Aviv, c'est la capitale économique. À Haïfa aussi, c'est un grand centre urbain israélien. Dans ces deux villes-là, il y a eu énormément de dégâts, pas de pertes en vie humaine selon les autorités israéliennes, seulement quelques blessés qui ont rapidement été pris en charge. Mais une fois de plus, ces frappes-là montrent la vulnérabilité du système dit du dôme de fer. Enfin, le dôme de fer qui est composé en réalité de 3 couches d'un système antimissile. Et on voit qu'au fur et à mesure que les Iraniens font des frappes, au fur et à mesure que les jours passent, les Israéliens ont de plus en plus de problèmes à freiner, à véritablement empêcher ou à bloquer ces missiles iraniens-là. Et donc, on voit que, et malheureusement, le gouvernement israélien n'est pas dans la désescalade puisqu'elle a fait appel à son allié américain. Il faut savoir que le plus grand porte-avions américain est au large des eaux non loin d'Israël et serait prêt à intervenir si le président américain Donald Trump le décidait. Mais ce qui est sûr, c'est que cette entrée en liste des États-Unis dans ce conflit risque, et c'est ça un peu la crainte, à la fois des pays voisins, notamment des pays arabes du Golfe Persique, mais aussi de la communauté internationale qui a, à la demande de l'Iran, le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence hier. Et lors de cette réunion-là, les Iraniens ont évidemment fustigé l'entrée en liste des Américains auprès des Israéliens parce qu'ils estiment que cette frappe américaine se fait en dehors de tout cadre légal et en violation des dispositions du droit international. Les Israéliens, eux, ont réitéré
leur position en expliquant que cette attaque contre l'Iran vise non seulement à garantir la sécurité d'Israël, dont l'Iran représente une menace existentielle, et également pour assurer la sécurité mondiale. Et donc, on voit bien que dans les deux camps, en l'occurrence Israël et l'Iran, il n'y a pas une volonté d'essayer d'aller vers la voie diplomatique pour aboutir à un cessez-le-feu, parce que l'Iran, et ça c'est tout à fait légitime, explique qu'elle n'est en rien un État agresseur, elle n'agresse pas Israël, elle ne fait que répondre aux attaques déclenchées par l'État hébreu. De l'autre côté, Israël estime que l'Iran est la principale menace non seulement pour elle, mais aussi pour l'ensemble des pays du Golfe. Et donc, à ce titre-là, elle estime qu'elle est dans son bon droit de déclencher une guerre dite préventive. Et je rappelle que la notion de guerre préventive est une notion qui n'existe pas non plus dans le droit international. Un État n'a pas le droit, de manière préventive, s'attaquer à un autre. Il n'y a que deux possibilités qui sont prévues par le droit international en cas d'attaque d'un pays étranger. Donc dans ce cas-là, elle peut se défendre, ou bien si le pays en question dispose d'un mandat délivré par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Lors de la première guerre du Golfe en 1990, c'était le cas par exemple pour les États-Unis qui avaient reçu un mandat de la part du Conseil de sécurité pour dégager les troupes irakiennes qui avaient décidé d'envahir le Koweït. C'est aussi un peu la même chose qui s'était passée en 2011, même si on l'a amèrement regretté par la suite, c'est-à-dire que les Britanniques, les Américains, les Français avaient un mandat onusien pour aller s'attaquer à la Libye de Kadhafi. C'est donc dans ces deux cadres-là seulement que le droit international permet une intervention d'un pays contre un autre. Or, Israël n'a pas été attaqué par l'Iran et encore moins ne dispose d'un mandat des Nations Unies pour mener une opération militaire contre l'Iran. Donc de ce point de vue-là, il est clair que Israël viole le droit international. Et malheureusement, les pays qui sont chargés de garantir justement l'application du droit international, en l'occurrence les pays membres permanents du Conseil de sécurité, eh bien, on voit que ces pays-là ont du mal à s'entendre sur évidemment la position à prendre vis-à-vis notamment d'Israël, puisque l'on sait que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France soutiennent Israël. La France a encore réitéré, en dépit de tout bon sens politique et diplomatique, que Israël avait le droit de se défendre, et donc par conséquent, elle soutenait Israël dans sa guerre préventive, donc dans sa guerre offensive contre l'Iran. On voit bien que c'est particulièrement compliqué. Et surtout que vendredi dernier, il y avait eu un rendez-vous, j'en avais parlé ici à Genève, entre d'une part le ministre des Affaires étrangères iranien et ses homologues britanniques, allemands et français à Genève, pour essayer de renouer le dialogue et relancer un processus diplomatique qui était au point mort depuis l'attaque israélienne contre l'Iran. Malheureusement pour les Européens, cet effort-là vient d'être sapé, puisque 2 jours plus tard, ce sont cette fois-ci les Américains qui sont entrés en lice en bombardant les sites nucléaires iraniens. Alors, pour l'agence officielle iranienne, l'INRA, elle estime que ces attaques américaines sont évidemment très graves, puisque les États-Unis aussi se mettent du côté d'Israël pour violer le droit international et violer l'intégrité territoriale, la souveraineté de l'Iran. Mais ils expliquent qu'évidemment, ces frappes-là n'ont absolument servi à rien. Contrairement à ce que Donald Trump expliquait, il a expliqué lors de son allocution que les bombardiers américains avaient totalement détruit les sites nucléaires iraniens, se basant sur les photos satellites prises notamment après le passage de ces bombardiers-là. Or, les Iraniens expliquent qu'en réalité, les sites sur lesquels les Américains ont envoyé des bombes, ce sont des sites qui avaient été vidés de la matière fissile qui était là, c'est-à-dire d'uranium enrichi. Cet uranium enrichi, selon les autorités iraniennes, avait été déplacé vers un endroit tenu secret depuis environ 2 semaines. Ils avaient anticipé une éventuelle intervention militaire de la part d'Israël et de son allié américain, et que, si tu veux, les équipements détruits dans les 3 sites iraniens que sont Cordoz, Ispahan et Kourouz sont évidemment peuvent être reconstruits en à peine
en à peine 2 semaines. Donc on voit que, et d'un autre côté, on a aussi l'Iran qui multiplie les attaques, comme je l'ai dit, qui sont de plus en plus précises, qui sont de plus en plus nettes, au point où on semble observer un verrouillage de la part des autorités israéliennes déjà de l'information. Il faut savoir que Benjamin Netanyahu a pris un décret interdisant à tout citoyen israélien ou à même les Palestiniens qui sont dans les territoires occupés de filmer des images liées aux explosions, à la destruction des biens, à la destruction des bâtiments israéliens ou autres, sous peine d'emprisonnement ferme. Donc on voit là qu'il y a une véritable volonté de verrouiller l'information. La même chose concernant les Israéliens qui n'ont pas le droit de quitter le pays. Benjamin Netanyahu a pris un autre décret dans ce sens. Seuls seuls les diplomates, des personnes appartenant à des organisations internationales basées en Israël ou bien des personnes bénéficiant d'un visa de touriste ont la possibilité de quitter le pays, soit vers Chypre, soit vers la Grèce, mais pour les autres, ils n'ont absolument pas le droit de quitter le territoire israélien. Donc on voit là qu'il y a une difficulté que Israël subit, parce que pour la première fois de son histoire depuis la guerre de 6 jours en 1973, elle est frappée au cœur même de son territoire. Les principales villes sont touchées, Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa. Donc ces villes-là sont régulièrement pilonnées et la plupart des objectifs visés par les Iraniens, et c'est ce qui est particulièrement étonnant, c'est que ce sont des objectifs stratégiques militaires. Le quartier général de Tzahal a été touché, le quartier général du Mossad a été touché, un certain nombre aussi de bâtiments publics qui abritaient un certain nombre de services sensibles également ont été touchés, et malheureusement aussi des bâtiments civils. La même chose de la part des Israéliens qui pilonnent à la fois des infrastructures énergétiques iraniennes, en plus des sites nucléaires, des aéroports, des raffineries et même un terminal pétrolier ont été attaqués par les Israéliens. On voit qu'il y a une volonté de vouloir paralyser véritablement le pays. Et donc là, dans les deux cas, Benjamin Netanyahu et Donald Trump sont même allés jusqu'à envisager de demander aux Iraniens de se révolter, de procéder au renversement du régime. Ils ont carrément appelé à une révolution, ce qui, de mon sens, risque très peu d'aboutir, parce qu'il ne faut pas oublier que l'histoire est claire. La plupart des interventions étrangères ont très peu abouti à des révolutions d'intérieur. On l'a vu avec l'Irak, lors des la première intervention en 1990 n'a pas fait qu'il y ait une révolution. Il faut savoir qu'en 2003, ce n'est que les Américains qui sont allés chercher Saddam Hussein et qui l'ont renversé. Sinon, il n'y aurait pas eu de renversement de régime. Il faut aussi savoir qu'en 2011, c'est une intervention étrangère qui a entraîné l'assassinat de Muammar Kadhafi et le changement de régime. Donc, ce n'est pas parce que, en général, vous déclenchez une guerre contre un pays, soi-disant pour renverser le régime, qu'il y aura évidemment un bouleversement à la tête de ce régime-là. Même Bachar al-Assad, s'il n'y a pas eu de véritable révolution, puisqu'en réalité, c'est à la fois les attaques des pays comme les États-Unis, la Syrie et leurs alliés de l'OTAN, et le fait que ces Occidentaux aient armé un certain nombre de groupes armés, des milices djihadistes et autres, et le fait que Bachar al-Assad, à un moment, il n'avait plus les soutiens qui lui permettaient de rester au pouvoir, c'est-à-dire le soutien du Hezbollah au Liban, le soutien des Houthis, le soutien de l'Iran et surtout le soutien de la Russie, qui a fait qu'à un moment, il ait jeté l'éponge et il ait décidé de quitter le pouvoir. Donc, et en général aussi, ces changements de pouvoir-là, ne s'accorde pas d'un changement démocratique. J'ai cru entendre un journaliste dans une chaîne étrangère dire que lorsqu'on a des régimes autoritaires, parfois, il faut forcer la démocratie. On a pris le cas de l'Allemagne avec le renversement du régime nazi. Ils ont pris le cas du Japon et de la Corée du Sud, qui avaient un régime monarchique absolu qui a été transformé en une espèce de monarchie constitutionnelle démocratique pour le cas du Japon, ou bien la Corée du Sud qui était entre les mains de généraux qui a ensuite
a glissé vers un régime démocratique selon ces termes grâce à l'appui des démocraties occidentales. Oui, mais ça c'était il y a plus de 80 ans, et au mieux des cas il y a 70 ans. Or, les derniers changements de ce type, ou les dernières tentatives de changement de ce type, se sont toutes soldées par des échecs. Si on prend la Libye n'est pas un havre de paix démocratique aujourd'hui. Si on prend la Syrie, avec l'attentat qui a eu lieu contre une église dans la banlieue de Damas, on voit très bien qu'il y a des difficultés à véritablement déjà stabiliser le pouvoir de Mohamed Al-Sharaf, le nouvel homme fort de Syrie. Et je ne parle même pas de l'Irak, où la situation est toujours chaotique depuis la chute de Saddam Hussein. Donc on voit bien que ces dernières décennies, le simple fait de vouloir changer par la force et avec l'appui de l'extérieur régime, dans tous les cas, se solde par un véritable échec, puisque les objectifs de transformation du pays vers un modèle démocratique, en général, ne sont pas atteints. Donc on voit que même cette probabilité ou cette volonté de vouloir changer le régime iranien ne peut pas aboutir. Il y a aussi une deuxième raison qui, à mon sens, ferait que ça ne puisse pas aboutir. Il faut savoir que les citoyens iraniens détestent Israël en raison des actes qu'Israël a toujours posés dans les territoires occupés, Cisjordanie et Gaza. Et donc, même l'opposition iranienne voit d'un très mauvais œil qu'un changement de régime puisse se faire en Iran grâce à l'appui de ceux qu'ils haïssent depuis longtemps, à savoir les Israéliens. Donc, même si les Israéliens interviennent et espèrent qu'avec ces interventions militaires, ils voudraient un basculement de régime, il est très peu probable que les Iraniens, même ceux en exil, déjà condamnent cette agression iranienne et n'appellent pas à la révolution, en tout cas pas ce genre de révolution dans ce cadre-là, dans ces conditions-là. Donc on voit très bien que la stratégie de Benjamin Netanyahu et celle de Donald Trump de vouloir à la fois mettre la pression, une pression militaire, une pression politique et une pression diplomatique sur l'Iran est très très limitée. Et je terminerai par là. Il faut savoir que hier également, en début de soirée, le ministre des Affaires étrangères iranien s'est rendu à Moscou où il a rencontré Vladimir Poutine. Il ne faut pas oublier que l'Iran et la Russie sont signataires d'un accord de sécurité, d'un accord de défense signé en janvier dernier. Donc on sait qu'en coulisses, il y a une volonté de la part des Russes d'aider les Iraniens un peu comme pour leur rendre la monnaie de leur pièce. Il faut savoir que les Iraniens ont fourni des missiles et des drones en quantité limitée depuis 3 ans pour aider à la Russie justement dans sa guerre de conquête dans l'Est ukrainien. Et on voit que dans le cadre toujours de cet accord, la Russie veut, semble-t-il, agir également. Dans quel cadre? Est-ce que c'est dans la fourniture de systèmes de radar pour évidemment détecter les avions et les missiles israéliens? Est-ce que c'est dans la fourniture aussi de missiles pour renforcer, si tu veux, l'arsenal stratégique des Iraniens? Ou bien c'est dans le cadre du renseignement ou dans quelque autre domaine en matière de défense? Donc on voit bien que et cette entrée, et s'il y a une plus grande présence de Russes dans le conflit, il y a un risque de généralisation, de régionalisation de ce conflit. Et c'est ce que craint la plupart des pays, notamment les pays de la région. Il faut savoir que Bahreïn, Oman, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont condamné cette agression israélienne et appellent à une désescalade. Mais pour l'instant, on voit bien que avec l'entrée en lice des Américains, Benjamin Netanyahu a eu l'allié qu'il espérait tant pour essayer de continuer à mettre la pression en espérant, bien entendu, parvenir à vaincre l'Iran, ce qui, à mon avis, est très peu probable. Merci Jean-Paul qui revenait sur la situation au Moyen-Orient ce matin sur les 104.5 dans le cadre de l'actualité internationale. Ce matin, dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale, sur la radio, le plus haut de la capitale. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.